Ça va, Sophie? Oui, ça va super. T'es contente d'être arrivée? Oui, très. Ok, Sophie, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Sans nous faire ton pitch de présentation, mais juste nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà, dans la vie. Alors, moi, dans la vie, ce que je fais, c'est que j'accompagne les victimes d'accidents, des victimes d'accidents corporels. Je les accompagne pour qu'elles ne se fassent pas arnaquer par les compagnies d'assurance. Voilà, c'est très important. Ok, t'es un peu l'ennemi numéro un des compagnies d'assurance? Ouais, ou la Etchebest aussi, ça dépend. Il y a aussi ce surnom-là qu'on me donne de temps en temps. La Etchebest de... La Etchebest des compagnies d'assurance, je les fais trembler. Ok. Alors, pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi tu as choisi de te lancer à ton compte sur ce métier-là et d'aider ces personnes? Alors déjà, pourquoi je fais ce métier? Tout simplement parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours été très troublée par l'injustice, en fait. Dans la cour de récré, moi j'étais un peu la justicière quand il y avait des bagarres. Moi j'essayais d'apaiser tout le monde. En tout cas, j'essayais de faire en sorte que les gens se parlent. Donc ça me vient d'il y a très longtemps, quand j'étais gamine. Euh, Après, j'ai toujours été indépendante dans l'âme aussi. Au-delà de ma mission, pour moi, avoir quelqu'un au-dessus de moi, avoir quelqu'un hiérarchiquement supérieur, c'est pas possible, j'ai besoin de mon indépendance. Et donc c'est vrai que j'ai choisi l'indépendance, j'ai choisi la profession libérale, puisque j'ai été avocate pendant 22 ans. Donc j'avais fait ce choix-là dès que j'ai commencé à bosser en fait. Voilà. J'ai toujours été indépendante. Ok. Qu'est-ce que tu as aimé dans ton métier d'avocate? Ce que j'ai aimé, c'est la liberté d'expression. Ça m'a toujours inspirée, toujours fait vibrer. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours aussi? Redis-nous un petit peu dans les grandes lignes et surtout le moment de pivot quand tu as décidé de switcher d'avocate à bah, experte des victimes et à mon compte et je change un peu tout ça quoi. Alors, moi, j'ai été avocat pendant 22 ans, donc en 2003, j'ai prêté serment. Au départ, je faisais des dossiers dans l'immobilier, je faisais des dossiers en droit de la famille aussi. Et puis, j'ai changé de cabinet et je me suis retrouvée dans un cabinet qui intervenait pour les compagnies d'assurance. Et je me suis retrouvée à plaider des dossiers de préjudice corporel, notamment pour des infractions assez graves. C'était en matière de crime, enfin, c'était vraiment des dossiers assez lourds. Et je me suis mis à bosser sur ces dossiers-là, sur ces questions-là. Et ça m'a vraiment passionnée tout de suite. Donc ça, c'était pour le cabinet d'avocats pour lequel je travaillais. Mais j'avais aussi mes propres dossiers. Des victimes d'accidents de la circulation, des victimes d'accidents médicaux aussi, des victimes d'accidents de la vie, de sport. Et je plaidais pour eux au départ. C'est-à-dire que je négociais pas. On était vraiment dans une démarche conflictuelle, très conflictuelle, où chaque avocat avançait ses arguments, où c'était parfois la foire d'empoigne devant un tribunal. Chacun avançait ses arguments, presque on se faisait des coups bas. Enfin, moi, j'aime pas ça à la base, j'en faisais pas trop, mais j'en ai reçu des coups bas. Et donc, je me suis mis finalement à en faire un peu. Et ça m'allait pas. Et au-delà de ça, je plaidais, je déposais mon dossier sur le bureau du juge et puis il décidait tout seul dans son coin, dans son bureau. Et on était souvent très déçus, que ce soit mes clients ou moi. Alors quand mes clients étaient déçus, forcément j'étais déçue pour eux, parce qu'on n'obtenait pas les résultats qu'on attendait. Et dans un contexte où finalement, c'était chacun défendait son bout de gras, et finalement la décision, elle était très décevante, voire insatisfaisante. Et du coup, je me suis mis à me former à la négociation, à l'amiable. Et là, j'ai compris un truc, c'est que plus ça allait, moins j'avais envie de plaider. Parce que j'avais pas envie d'être déçue pour mes clients. Et puis c'était plus sain, parce que pour mes clients, en fait, la procédure judiciaire, c'était un traumatisme supplémentaire. Ils avaient vécu leur accident, ils avaient été traumatisés déjà une fois, et la procédure judiciaire qui était hyper longue, qui était incompréhensible, qui leur coûtait plus cher aussi, c'était un traumatisme de plus. Donc, j'ai cheminé, tellement, tant et si bien que l'année dernière, au mois de mai, je me suis posée, je me suis dit, mais attends Sophie, t'es avocat, ok, tu plaides, alors que finalement, ce que tu fais essentiellement, c'est négocier avec les compagnies d'assurance. Tu fais plus le conflictuel, le contentieux, ça t'intéresse plus. Quel est pour toi l'intérêt de rester au barreau? Et puis j'en ai trouvé aucun. J'avais ma réponse, elle s'est imposée à moi. Donc j'ai décidé de switcher. Je suis donc plus avocate, mais je suis maintenant experte en indemnisation des victimes. Et c'est comme ça que je
suis beaucoup plus alignée avec ma démarche amiable et avec ce que je fais pour les victimes. Ok, super intéressant l'histoire des coups bas. T'aurais une anecdote à nous raconter un petit peu de ce que t'aurais vécu? T'es pas obligé de raconter des trucs trop privés ou qui sortent du cadre. Voilà, mais est-ce que t'aurais un truc à nous raconter de genre qu'est-ce qui se passait en coulisses un peu des coups bas que vous faisiez entre vous Bah déjà, les coups bas, c'était j'interroge mon confrère pour savoir ce que son client ou sa cliente veut offrir à ma victime. Pas de réponse, une fois, deux fois, 3 relances, 4 relances, c'est insupportable. Alors bon, après, peu importe les raisons. Il y avait aussi la situation dans laquelle je me retrouvais à l'audience avec des nouvelles pièces, des nouveaux arguments, un truc qui n'était pas prévu, qu'on m'avait pas expliqué, à devoir rebondir au dernier moment, s'enfiler, vraiment, à me retrouver parfois très embêtée devant un magistrat qui, lui, il s'en fiche. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on plaide devant lui. Et nos histoires d'avocats, il s'en fichait complètement, c'était pas son problème. Et donc, c'était pas agréable, en fait. Et puis surtout, c'était pas constructif du tout. C'est ça qui m'a beaucoup gênée, en fait, dans cette façon de faire. C'est que c'était pas constructif. C'était vraiment, tout était fait pour soit me déstabiliser, soit faire en sorte qu'au final, ma cliente ou mon client obtienne moins. Alors que c'était pas l'objectif du tout. Du coup, qu'est-ce que tu retiens de tout ton passif en tant qu'avocat? Enfin, c'est quoi le point final de toute cette expérience que tu as eue, de toute cette expérience professionnelle? Qu'est-ce que tu peux dire maintenant avec le recul? Avec le recul, je regrette absolument rien. Parce que d'abord, j'ai beaucoup appris. Tous les réflexes, alors bien sûr la formation en droit, mais ça c'était avant d'être avocate, bien sûr. Tous les réflexes, tout justement avoir un coup d'avance sur l'adversaire. Et justement anticiper, prévoir. Et là aujourd'hui, je sais tout ce qui peut se passer dans le scénario catastrophe. Donc finalement, ça m'a appris beaucoup de pratique et beaucoup d'anticipation dans les dossiers. Ouais. Trop bien. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux donner des exemples sur lesquels aujourd'hui tu agis? Quelle sorte de victime, quelle sorte d'accident, qui vient à toi, qui t'appelle pour te demander tes services? Alors, j'ai essentiellement des victimes d'accidents de la route, d'accidents de la circulation. J'ai aussi des victimes d'accidents domestiques. J'ai par exemple une personne qui a été victime d'un accident de cheval dans son parc. Son cheval lui est tombé dessus et elle a eu des vertèbres fracturées, par exemple. Ça, c'est ça aussi. J'ai une personne qui a été victime d'un accident de vélo toute seule. Elle est tombée, elle a chuté toute seule à vélo. J'ai un joueur de rugby aussi qui s'est blessé pendant un match, pendant un entraînement plutôt. Et par exemple, tu vois, la dernière personne qui m'a appelée, c'est un gars qui avait été victime d'un accident de la route et qui n'a pas reçu d'indemnisation. Alors, je croise sa femme dans un réseau pro. Elle me dit, faut que tu rentres en contact avec mon mari parce qu'il n'a pas été indemnisé. Pourtant, il a été victime d'un accident de la circulation. C'est bizarre. Et effectivement, je le contacte, enfin, il me contacte. Et en détricotant un petit peu, ce gars-là, en fait, on lui a fait croire qu'il avait été indemnisé alors qu'il n'avait perçu qu'une avance. Mais même quand il m'a contacté, on a fait plusieurs allers-retours de mails pour qu'il comprenne ce qui s'était passé, parce qu'au départ, la compagnie d'assurance lui disait « mais vous avez accepté par téléphone » ou « vous avez été indemnisé ». Et donc, à force de creuser, on en est arrivé à la conclusion, et ils l'ont admis, qu'il avait eu qu'une avance et non pas une indemnisation définitive. C'est-à-dire, en gros, 667 € sur, je pense, 15 000. Parce que c'est ce que j'ai chiffré, que je vais pouvoir espérer obtenir pour lui. Donc voilà, pourquoi on m'appelle, voilà, c'est un exemple. Ouais, je ne sais pas si j'ai été indemnisée, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. J'ai vraiment beaucoup de cas de figure aussi, des gens à qui on dit mais vous n'avez droit à rien. Vous n'avez droit à rien. La dernière fois qu'on me l'a dit, j'ai obtenu 15 000 € pour la personne en question, pour la victime en question. Waouh. Ouais. En fait, c'est des chiffres qui font rêver. Je suppose que tu les sors pas de ton chapeau. Comment tu arrives à chiffrer des dommages corporels que l'on peut devoir? Déjà, aussi réponds peut-être un peu à cette question. Qui paie? Est-ce que c'est compagnie d'assurance? Est-ce que c'est la personne qui a créé l'accident ou quand il y a une tierce personne dedans? Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, dans les dossiers que je traite, mes clients, mes clientes sont des victimes. Ils ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. Et c'est la compagnie d'assurance de la personne responsable de l'accident qui va les indemniser.
Alors, dans le cas particulier de la personne qui est victime d'un accident domestique, c'est un contrat spécifique. Elle a souscrit en général un contrat à garantie accident de la vie, et là, c'est sa propre compagnie d'assurance qui va l'indemniser. Mais ce n'est jamais une personne physique qui paye, c'est toujours une compagnie d'assurance, toujours. Ok, et du coup, comment ça se chiffre tout ça? Alors, moi, je suis en mesure de chiffrer très précisément une fois que la personne elle a été expertisée par un médecin. Parce que tant qu'elle n'a pas été expertisée par un médecin, je n'ai pas toutes les données en tête. Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas évaluer la gravité des préjudices. Parce que si les préjudices ne sont pas évalués, moi, je ne peux pas mettre des chiffres en face des colonnes, en fait. C'est vraiment un processus. Donc, quand une personne me contacte, je peux estimer une fourchette. Mais c'est déjà pas mal. Parce que les gens, quand ils m'appellent, ils croient qu'ils auront droit à 2 000, 3 000 euros ou rien du tout. Euh, Typiquement, la dernière personne qui m'a contacté, 667 euros, moi je sais qu'entre 8 et 15 000, on va pouvoir les obtenir. Donc j'ai une fourchette. Et une fois que le rapport d'expertise médicale est rendu, que la personne, la victime, elle a été expertisée, examinée, là oui, on peut aller dans la précision. Et pourquoi tu vas entre 8 et 15 000, toi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu peux obtenir entre 8 et 15? Alors parce que cette personne en question, elle a eu un arrêt de travail, elle a eu une perte de revenus, elle a été indisponible, elle a subi un arrêt temporaire de son quotidien, en fait, au-delà de son travail. Il ne pouvait pas faire les gestes du quotidien tout seul. Et puis je sais qu'il a des séquelles. Parce qu'il a une cicatrice au niveau de la cheville, il a aussi une entorse au niveau du genou qui n'est pas réglée. Donc ça, ce sont des séquelles définitives en fait. Voilà. Il n'y a pas que du provisoire, il y a aussi du définitif. Et puis, il y a ce que j'adore expliquer à mes clients, tous les déplacements qu'il a réalisés depuis son accident. Ça peut paraître anodin, mais ça peut chiffrer plusieurs milliers d'euros parfois. C'est-à-dire les déplacements? Tout ce qu'il a dû faire, par exemple, pour aller à l'hôpital, pour aller chez son kiné, pour aller voir son médecin généraliste, pour aller voir son acupuncteur, son kiné, son ostéo, pour aller à la pharmacie, pour aller revoir le chirurgien. Tous les déplacements, en fait, ça se chiffre. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que c'est un poste que les compagnies d'assurance, ils passent toujours sous silence, alors qu'il existe vraiment. Voilà, ça fait partie du chiffrage que je peux évaluer au départ. Ah ouais, parce qu'on a tous eu des accidents et on a tous eu à un moment donné des accidents causés par tierces ou sur la route ou quoi. Ouais. Et on est tous allés voir des kinés à des moments et tout. Et tout ça, on le sait pas, quoi. Mais imagine, le kiné 3 fois par semaine. Tu vas voir ton médecin généraliste pour renouveler ton arrêt de travail. Tu étais à l'hosto parce que tu t'es fait opérer en urgence, tu revois le chirurgien, et puis etc. L'infirmière, en général, elle vient à domicile, mais si tu dois te déplacer pour aller refaire tes soins, tout ça, ce sont des frais de déplacement. Trop bien. Qu'est-ce qui te révolte le plus dans la manière dont les victimes sont traitées? Pour moi, c'est le manque d'humanité, essentiellement. Parce qu'en fait, pour la posture des compagnies d'assurance, c'est de considérer chaque victime d'accident comme un simple numéro de dossier, une case à cocher. Voilà. Et ça, c'est juste pas possible parce que derrière, il y a des êtres humains qui ont été blessés dans leur chair, qui sont traumatisés et qui ont envie de tout sauf d'être considérés comme un numéro. Ils ont envie d'être accompagnés, d'être pris en charge, parfois même d'être un peu chouchoutés, quand même, mais d'être accompagnés surtout. Et de ne pas être considéré comme finalement le numéro qui est sur la pile du dossier de l'inspecteur régleur de la compagnie d'assurance. Ça manque d'humanité et c'est ça qui me révolte le plus, ouais. Mm. Et qu'est-ce qui... oui, tu m'as pas parlé, tu m'as dit des dommages victimes corporels, mais par contre, si la personne n'a pas des dommages corporels, mais que par exemple, sa moto, elle est morte, sa voiture, elle est morte, mais qu'elle, au final, s'en est bien sortie, elle a rien, enfin morte, ou en tout cas, s'il y a quelque chose d'accidenté, est-ce que sur ça, tu peux faire quelque chose aussi, ou c'est vraiment, il faut qu'il y ait du corporel inclus? Moi, j'interviens dans les dossiers où il y a des préjudices corporels. Ok. Le matériel, en général, ça se règle bien avec les compagnies d'assurance. C'est pas là-dessus qu'ils sont pénibles. C'est pas là. C'est pas là-dessus. Ou du moins, il peut y avoir une petite discussion sur la valorisation d'une épave, d'une moto ou d'une voiture. Mais honnêtement, c'est pas là que j'ai ma valeur ajoutée. C'est vraiment sur le corporel. Ok. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir le jour où... Ah oui, non, t'as déjà eu un accident ou pas? Moi, ouais, un accident de la vie, ouais. Et ça voilà. s'est bien passé. Mais oui, vas-y. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir le jour où tu as eu ton propre accident, donc ton accident de la vie? Ou alors tu peux changer la question et tu y réponds. Qu'est-ce que tes clients, enfin qu'est-ce que tes prospects aimeraient savoir le jour où ils ont leur propre accident, quoi?
Moi, je pense que ce que mes clients devraient savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils restent seuls face à leur compagnie d'assurance. Parce qu'à tous les coups, ils vont se faire arnaquer. C'est, c'est la posture des compagnies d'assurance. C'est vraiment, moins elles se payent, mieux elles se portent, plus elles s'enrichissent sur le dos des victimes. C'est vraiment cette posture-là qui, moi, me révolte. Et ce qu'ils doivent savoir, c'est ça. C'est que surtout, qu'ils ne restent pas seuls, qu'ils ne restent pas isolés, qu'ils s'informent, qu'ils se fassent accompagner. Ça, c'est hyper important. Ok. Qu'est-ce qui fait que ton approche, elle est différente des juristes ou d'autres experts? Pourquoi toi, tu as une différence ou tu as une expertise en plus? Qu'est-ce qui fait que tu apportes cette expertise en plus sur le marché et qui fait ta différence aujourd'hui? Alors déjà, moi, j'ai une façon de faire qui est très spécifique. Je suis très proche des gens, très proche de mes clients, même si je sais garder la distance nécessaire, bien sûr. Chaque client qui a ouvert un dossier à mon cabinet, il a son canal WhatsApp dédié avec moi. Alors, bien sûr que je ne fais pas du 24-24, 7 sur 7, non. Mais il y a le moindre doute, il y a une petite question, ils ont un doute, ils peuvent faire appel à moi et je réponds dans la mesure du possible. Et puis, moi, je suis très cash avec mes clients, en fait. Moi, je ne vais pas je vais pas prendre de gants quand il ne faut pas en prendre. Il faut qu'ils sachent ce à quoi s'en tenir. Et, et c'est ça qui fait que le lien de confiance, il peut s'instaurer. Je suis vraiment très directe. Parfois, je parle comme si j'étais au café du commerce avec mes clients. Je ne suis pas quelqu'un de froid, de distant avec eux. Je suis très proche, tout en gardant la distance nécessaire, bien sûr. Et puis, je fais de l'humour aussi avec mes clients. Voilà, j'y mets de la légèreté dans leur dossier. Ça, c'est important, parce qu'ils en ont besoin. Qu'est-ce qu'une compagnie d'assurance ne dira jamais à une victime? Je pense qu'elle dira jamais à une victime, déjà, ce à quoi elle a droit, tout simplement. Tu vois, Ouais. ça. Alors là, elle lui dira jamais, faites-vous accompagner, vous pouvez pas rester seul. Non. Ça, ils le gardent bien, bien au chaud pour eux. Et puis, ils vont pas non plus faire la liste des préjudices, des postes de préjudice à une victime. Parce qu'il y en a, au maximum, dans les cas les plus graves, il y a jusqu'à 20 postes de préjudice différents. La compagnie d'assurance, elle va parler de 2, 3, 4 postes de préjudice, pas plus, quoi. Hmm. Ils sont très, très, très taiseux. Ouais. Quel est le plus gros dossier, d'après toi, est-ce que tu te souviens, que tu aies gagné et comment? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que tu peux nous raconter? Le plus gros dossier que j'ai gagné, c'était une personne qui avait été victime d'un accident de la circulation. Elle s'était fait renverser, traîner sur 50 mètres. Elle a eu une fracture du bassin assez grave. Et cette nana, elle était indépendante. Et elle travaillait sur des marchés et elle portait des caisses de viennoiserie qui faisaient 50 kilos. Donc t'imagines bien que du jour au lendemain, sa vie s'est effondrée. Et là, on a bataillé pendant 5 ans parce que c'était long. Long parce que elle n'a pas été consolidée dans le jargon que j'utilise par le médecin expert. Ces blessures, elles n'étaient pas encore stabilisées. Et tant que ces blessures n'étaient pas stabilisées, on ne pouvait pas chiffrer. Et puis, bien sûr, on a beaucoup discuté sur la valeur de son entreprise. Ça, c'était un gros sujet. Et là, on a obtenu 415 000 euros à l'époque. Et cette dame-là, j'ai réouvert son dossier à 2 reprises. Parce que une fois qu'elle a été indemnisée une première fois, elle a subi des aggravations. Elle a eu des complications de ses blessures qui étaient a priori stabilisées, mais pas tant que ça. La première fois, on a obtenu 15 000, la deuxième fois, 20 000 euros de plus. On a eu 2 rallonges supplémentaires. Ouais. Waouh! Donc, tu es en train de dire que c'était 415 000 euros, Mm. plus 15 000, plus 20 000. Oui. Et sans toi, tu penses qu'elle aurait obtenu autant en termes financiers? Non, bien sûr que non, parce que, encore une fois, les compagnies d'assurance, elles ne font des propositions, quand elles font des propositions, que sur certains postes de préjudice, et pas sur tous. Donc, peut-être qu'elle aurait eu un quart, voire peut-être, allez, max la moitié, mais encore, j'en suis même pas sûre. Même pas sûre. Waouh! Ouais. Et tu dis que tu es disponible pendant 5 ans, que le dossier a duré 5 ans. Comment tu es dans ta disponibilité avec tes clients quand ça dure si longtemps, 5 ans, sachant que toi, tu te fais payer quand, comment, pourquoi, etc. Alors, moi, je me fais payer à l'ouverture du dossier, toujours, et puis une fois que la personne perçoit son indemnisation, je suis rémunérée sur le résultat obtenu. Pour tenir dans le temps, en fait, un dossier de victime comme ça, aussi long, je ne travaille pas tout le temps dessus, loin de là. Il y a des périodes où, justement, il ne se passe rien. Le temps que la victime elle fasse ses soins, qu'elle soit stabilisée, qu'elle soit revue par le médecin expert, parce que dans ce cas-là, elle a été vue plusieurs fois par le médecin expert. Il n'a pas pu rendre son rapport des finales tout de suite.
Et donc, il se passe du temps, et entre-temps, je suis là pour prendre des nouvelles, quand justement, il y a un temps mort, pour savoir comment ça avance. Et les clients, en général, ils me donnent des nouvelles, parce qu'ils veulent savoir comment ça va avancer. Donc, il y a une disponibilité comme ça sur qu'est-ce qui se passe dans ta vie entre les moments clés de ton parcours d'indemnisation. Ça, je suis toujours dans le coin, quoi. Je suis toujours par là. Trop bien. Euh, alors, combien une victime peut perdre d'après... Alors, attends, prenons un cas, tu vas prendre un Ouais. cas. Tu prends un exemple spécifique ou un exemple. Combien une victime peut perdre si elle se débrouille toute seule? Combien une victime peut perdre si elle se débrouille toute seule? Alors là, j'ai un exemple hyper parlant. Laura, l'une de mes clientes, elle aurait perdu 37 000 euros si elle s'était débrouillée toute seule. Parce qu'au départ, sa compagnie d'assurance, elle lui proposait 1 000 euros. Et on a obtenu 38 000. Est-ce que tu peux nous raconter les Bien sûr. circonstances? Laura, elle faisait du vélo de route toute seule et elle s'est plantée. Elle a chuté à vélo, elle s'est assez sérieusement blessée au genou. Et comme elle était couverte par un contrat garantie accident de la vie, à sa sortie de l'hôpital, elle déclare l'accident. Quelques semaines après, on lui dit écoutez, pas d'expertise médicale, c'est pas la peine, on vous indemnise 1 000 euros. Et là, comme elle avait quand même dans son entourage une de mes anciennes clientes, ça c'était quand même une aubaine, elle en a parlé à sa tante et elle m'a contactée. Et là, on a tout repris depuis le début. Parce que c'était juste impensable pour elle d'accepter d'être indemnisée 1 000 euros alors qu'elle avait le genou éclaté. Blessée et opérée, réopérée, non, c'est pas possible. Waouh. Et d'après toi, pourquoi il ne faut jamais accepter une première indemnisation sans accompagnement? Parce qu'il y a forcément mammouth sous gravillon, comme je dis parfois, ou anguille sous roche. Il y a forcément un bug quelque part. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'encore une fois, les compagnies d'assurance, d'abord, elles ne proposent pas d'indemniser toutes les souffrances, tous les postes de préjudice. Ça, c'est une première chose. Et quand elles proposent d'indemniser un poste de préjudice, une souffrance, elles minimisent toujours. Toujours. Elles sont toujours en dessous des barèmes. Toujours. Systématiquement. En cas d'accident, quelles sont, d'après toi, les 3 premières choses à faire? Déjà, il y a un truc archi de base, c'est tout garder. Tous les documents, toutes les factures, l'autoroute, le ticket de péage, l'essence, le parking, tous les frais déjà, tous les documents médicaux, les arrêts de travail bien sûr, tout ce qui concerne, s'il y a une plainte qui a été déposée au commissariat, à la garder. Mais en fait, se faire à l'idée de garder tout ce qui, de près ou de loin, a un lien avec l'accident et qui coûte de l'argent ou des souffrances. Et... Ah ouais, t'as pas parlé de prendre des photos et tout ça. Est-ce que c'est important pour toi de prendre des photos, des vidéos Alors, il y a des cas où c'est très important de prendre des photos et il y a un réflexe à avoir quand c'est possible, quand l'état de la victime le permet, c'est de prendre les coordonnées des témoins de l'accident en cas de discussion sur les parts de responsabilité. Les témoins de l'accident, ça c'est fondamental. Ok, trop bien. C'est quoi la différence entre un avocat, un juriste ou un accompagnant comme toi, un expert comme toi? Ce que je ne peux pas faire moi, alors qu'un avocat peut le faire, c'est en cas d'échec des discussions, c'est d'aller au judiciaire, d'aller devant un tribunal. Ça, je ne peux plus le faire. Voilà, je suis limitée. En tout cas, l'enjeu pour moi, c'est de réussir les négociations. En général, j'y arrive. Hein. Donc, du coup, ce n'est pas un problème. Mais moi, je ne peux pas aller jusqu'au judiciaire. Je ne peux pas aller jusqu'à la procédure devant les tribunaux. Ok. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de plus que tu as eu là récemment, quelque chose de fou qui est à quelqu'un qui est arrivé et voilà, et comment ça s'est terminé? Comment tu t'en es sorti? Alors, une anecdote. Moi, j'aurais tendance à parler de Thierry, qui m'appelle. Il a eu un accident de moto et rien ne s'est passé. Aucune proposition, rien du tout. Je rencontre sa femme en réseau professionnel. Je pitch, je lui dis ce que je fais. Et là, je la vois interloquée. Elle me dit, toi, je vais donner tes coordonnées à mon mari parce que là, il a besoin d'aide. C'est pas possible ce qui lui arrive. Il a eu, je crois que c'était une entorse à la cheville. Il a eu une énorme cicatrice au niveau de la jambe, mais rien. Et donc, il m'a contactée.
Et là, on en est au stade où on a réussi à faire dire à la compagnie d'assurance qu'en fait, il n'a pas été indemnisé parce qu'ils ont essayé de lui faire croire que son dossier était terminé, clôturé, terminé, basta, dossier classé, au suivant. Et bien là, on en est au stade où ça y est, ils ont ouvert son dossier. Et là, ça y est, on a commencé l'accompagnement, on va préparer son dossier, je vais le préparer à l'examen médical et on va aller chercher la meilleure indemnisation possible. Mais ce que je trouve fou dans ce dossier, c'est qu'on lui a fait croire qu'il avait été indemnisé, alors que non, pas du tout. Et ils ont vraiment, que ce soit par téléphone ou par mail, ils lui ont maintenu que son dossier avait été traité. Énorme. Jusqu'à combien de temps on peut remonter un dossier, le réouvrir, je veux dire, parce que les séquelles, elles peuvent réarriver plus tard dans la vie. Au final, on ne te connaissait pas avant, donc bon, l'assurance nous a un peu indemnisés. Jusqu'à quand on peut réouvrir un dossier d'après toi? Alors, déjà, tant que la victime n'a pas été indemnisée, dans certains cas, il peut s'écouler jusqu'à 10 ans avant de réouvrir le dossier, si elle n'a pas du tout été indemnisée. Si elle a signé son offre d'indemnisation, malheureusement, c'est trop tard. Là, je ne peux plus intervenir. En revanche, si elle a déjà signé une offre d'indemnisation et que des années après, il y a des aggravations qui se passent, hein, son état s'aggrave, là, on peut réouvrir le dossier. Et on est toujours tenu par ce délai de maximum de 10 ans. Donc, il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps. Waouh, ok. Euh, Qu'est-ce que tes anciens clients diraient de toi, là? Mes anciens clients, je pense qu'ils diraient de moi que je suis avant tout très humaine et que je les accompagne. Je ne fais pas semblant de les accompagner, quoi. Je suis présente pour eux, vraiment. Et humaine et puis efficace aussi, parce que je lâche rien en général. Tant que j'ai pas obtenu ce que j'estime être juste pour mes clients, on y va, on avance. Ouais. Et on lâche pas. Quelle est la phrase la plus lunaire qu'un assureur t'a déjà dite? La Toi phrase la plus lunaire. ou qu'il a dit à un client, du coup. Attends, je réfléchis parce que là, je la vois pas. Si, moi, je me souviens d'une cliente à qui on a dit, mais de toute façon, madame, dans votre état, vous n'avez droit à rien. Ça, ouais, c'est quand même... Elle était dans quel état? Elle avait des cervicalgies, elle portait un collier cervical alors qu'elle avait des séquelles. Et on lui a soutenu mordicus qu'elle n'avait droit à rien. Avec un ton, bien entendu, très condescendant. Trop bien. Est-ce que tu as déjà eu envie d'en coller une à un expert d'assurance? Ouais, ça m'est arrivé de sortir d'une salle, d'avoir été bien malmenée. Et dans le couloir, je me souviens que je me suis un peu énervée toute seule sans faire de bruit. Mais ouais, franchement, à ce jour-là, j'en aurais collé une vraiment. Ok. Ok, là, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton offre? Comment elle s'appelle, sa promesse et comment ça s'articule? Alors, mon offre, moi, je l'ai appelée le pactole. Le pactole, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. Ça, c'est très important et stratégique pour les victimes d'accidents. Je m'occupe de A à Z de leur dossier. Alors, bien sûr qu'on fait un travail d'équipe, mais dès la constitution du dossier, parce que ça, c'est fondamental, jusqu'à la préparation, à l'expertise médicale, et puis, après l'expertise médicale, le chiffrage. Le pactole est fait pour ça. Je négocie jusqu'au bout et vraiment, je m'adapte à chaque victime en fonction de chaque cas. Chaque accident est différent, chaque traumatisme est différent, chaque victime subit des traumatismes différents. Et donc, c'est vraiment du sur-mesure. Très humain, très stratégique aussi. Et tu peux travailler partout en France? Oui, parce que je travaille déjà à distance avec beaucoup de clients. Ça marche très très bien. Ton pitch, que fais-tu? Qui es-tu? Peux-tu te présenter, Sophie? Que fais-tu? Qui es-tu? Et à qui? Je m'appelle Sophie, je suis experte en indemnisation des victimes d'accidents corporels. Je les accompagne pour qu'elles évitent de se faire arnaquer par les compagnies d'assurance grâce à mon accompagnement que j'ai appelé le pactole. Le pactole qui est un accompagnement sur mesure, très humain, stratégique et qui leur permet d'obtenir la meilleure indemnisation possible en réponse à toutes les souffrances qu'elles subissent depuis leur accident. Et je peux les accompagner partout en France. Je m'appelle Sophie, je suis experte en indemnisation des victimes d'accidents corporels. Je les accompagne dans leur parcours d'indemnisation pour leur éviter de se faire arnaquer par les compagnies d'assurance. J'ai créé l'accompagnement le pactole, qui est un accompagnement stratégique, très humain et sur mesure, qui permet aux victimes d'accidents corporels d'obtenir la meilleure indemnisation, celle qui répond au maximum à toutes les souffrances qu'elles subissent depuis le jour de leur accident,
sachant que les victimes, je peux les accompagner partout en France. C'est quoi la première chose que tu me dirais si je t'écris en panique, en mode Sophie, je suis en panique complet, mais t'arrives à un accident, genre vraiment, tu sais, l'émotionnel reprend le Ouais. dessus. Moi, la première question que je te poserai, c'est où est-ce que tu en es de tes démarches? Parce que ça, l'espace-temps, pour moi, il est hyper important. T'en es où? Ok. Qu'est-ce que tu as fait? Et si je te réponds que je viens juste d'avoir l'accident, non, on va pas dire ça. Si je te réponds que j'ai eu l'assureur au téléphone et qu'il me propose quasi rien, quoi, et qu'il peut presque rien faire pour moi, et que je suis en panique maintenant, qu'est-ce que tu Alors me dirais? là, ce que je te dis, c'est surtout tu bouges pas, on se pose et on voit. Parce que dans ce genre d'hypothèse, sous le coup de l'émotionnel, la victime, elle reçoit une offre dérisoire. Elle peut se dire, ouais, vite, j'accepte parce qu'on sait jamais, je peux passer, voilà, on sait jamais et peut-être qu'il peut se rétracter. Donc c'est vraiment, attends, pose-toi, respire et on va en parler et on va regarder tout ça en détail. Ouais. Trop bien. Qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de toi ou de ton métier? Moi, j'ai envie qu'ils retiennent que je peux vraiment les accompagner de manière très simple. En fait, il n'y a rien de véritablement compliqué dans mon accompagnement et je peux vraiment leur simplifier la vie. Hmm. C'est vraiment ça. Ok, je pense que là on arrive vers la fin. Est-ce que tu veux partager une citation, un mantra, quelque chose qui t'inspire, tu vois, là un peu plus en mode dev perso business, tu vois. Ok, alors j'en ai plein. Alors il faut que je trouve celle qui me vient naturellement. Un mantra. Et pourquoi tu as choisi ce mantra? Hmm. Moi, je pars du principe que, quels que soient les domaines de ma vie, rien n'est impossible. Ça, c'est quelque chose qui me revient très souvent. Rien n'est impossible et il y a toujours moyen de faire quelque chose, même dans l'adversité. Il y a toujours moyen d'y arriver.